Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, membre du Conseil des sages de la laïcité, professeur d'histoire-géographie et co-auteur de l'ouvrage Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Hier, lors de l'hommage aux victimes du terrorisme qui avait lieu à Arras en hommage à Dominique Bernard, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré, je cite, « Les terroristes haïssent l'école, c'est normal, l'école est la meilleure arme pour les combattre. Cette école à laquelle tant de responsabilités sont données, est-ce qu'elle est en état de mener ce combat ? Et dans quelle mesure le combat contre le terrorisme il est lié aussi à celui pour la laïcité ?» Alors, est-ce que l'école est en état aujourd'hui de mener le combat contre le djihadisme, contre l'islamisme plus généralement? Je pense que oui, mais avec des difficultés. Avec des difficultés d'abord parce qu'il faut que tout le monde prenne conscience que oui, nous sommes attaqués, l'école est attaquée, la France est attaquée pour ce qu'elle est, par des gens qui la visent tout simplement par ce qu'elle est. Voilà, et pour ce qu'elle est. Donc ça, c'est absolument fondamental. Or, malheureusement, au sein même de l'école, vous avez des gens très minoritaires, je préfère le préciser, ou minoritaires, soyons honnêtes, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir, peut-être par peur inconsciente, mais aussi parfois par idéologie. Donc là, ce sont quelques obstacles auxquels doit faire face l'école. D'autre part, il faut former les enseignants, il faut qu'ils soient formés sur la question de la laïcité, parce que quel lien on fait avec le terrorisme djihadiste, laïcité, islamisme. La laïcité, c'est ce qui permet à chaque enfant de France, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, d'accéder à la possibilité de l'émancipation, c'est-à-dire d'accéder à la liberté, tout simplement. Le rôle de l'école de la République, c'est de prendre les enfants et de leur offrir la connaissance, de leur offrir l'accès à la science, de leur offrir l'accès à la philosophie, tout ce dont parfois ils n'ont pas accès à la maison. Et donc, c'est donner la possibilité de sortir chacun de ce qui le détermine en premier lieu. C'est la possibilité ouverte de l'émancipation. Et c'est cela que refusent et les djihadistes, bien sûr, qui passent à l'acte, mais également les islamistes, qui ne passent pas forcément à l'acte. C'est la même chose, en fait, le même refus. Le refus que l'école propose la liberté aux enfants, et notamment aux enfants qu'ils perçoivent comme étant musulmans. Dans quelques jours, cela fera 20 ans que la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école a été promulguée. Vous avez coécrit à cette occasion l'ouvrage Préserver la laïcité avec Alain Sexy et Sen Milan. Est-ce que cette loi de 2004, elle doit être réactualisée aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle a été très bien faite, qu'elle a été très bien pensée. Et sa circulaire d'application du 18 mai 2004 également. Non, simplement, il faut la faire respecter. C'est-à-dire que quand on a l'apparition de nouveaux signes religieux, et c'était prévu par la loi, hein, et par sa circulaire d'application, il faut tout simplement rappeler la loi. Voilà, donc moi je crois qu'elle ne doit pas être actualisée, elle doit être soutenue. Et d'ailleurs, elle est massivement soutenue par la population, mais aussi par les enseignants, hein, qui la soutiennent à plus de 90%. Donc il y a vraiment un soutien très important. Il faut simplement l'appliquer quand elle doit être appliquée. Vous écrivez avec cette loi de 2004 a participé à l'apaisement du climat scolaire et à la protection des jeunes filles. Vous la décrivez, je cite, comme une loi d'apaisement et de liberté, de laïcité et d'intégration sociale. Est-ce que ce sont des évolutions que vous avez pu constater, mesurer ? Oui, tout à fait. Vous savez qu'au moment où a été votée la loi, on s'est dit: «Oh là là, il va y avoir des conflits, ça va être compliqué à la rentrée, ça va être très dur pour des jeunes filles vont s'opposer ou des garçons vont s'opposer à la loi». Ça n'a pas été le cas, absolument pas. Ça s'est fait de manière très tranquille et de manière apaisée. Et en fait, cette loi a permis également d'apaiser, on s'en est rendu compte très vite dans les années 2000, d'apaiser les relations entre les élèves et les équipes administratives ou les équipes enseignantes. Ça a été vraiment un vrai constat sur le terrain. D'autre part, des études ont été menées, je pense notamment à l'étude d'Éric Morin, qui est économiste et sociologue, et qui a montré que pour les jeunes filles de culture ou d'origine musulmane, cette loi de 2004 a permis une ascension scolaire, donc sociale, et une plus grande intégration dans la société. Donc c'est vraiment l'idée, si vous voulez, que la laïcité, à travers notamment cette loi, mais pas uniquement cette loi, permet justement permet l'émancipation si on décide de saisir cette possibilité d'émancipation. On va revenir un peu en arrière. Vous revenez dans le livre sur l'affaire de Creil en 1989. 2 élèves sont exclus de leur collège car elles refusent d'enlever leur voile. Est-ce que c'est sensiblement le même enjeu que ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel il y a quelques jours ?
Alors oui et non. En 89, c'est un fait totalement nouveau devant lequel on est un peu désarmé. Alors euh, ce principal du collège de Creil, du collège Gabriel Havès de Creil, choisit avec le soutien de toute l'équipe, quasiment toute l'équipe enseignante, hein, euh, de ne pas permettre l'expression religieuse par le port de ce foulard par ces deux jeunes filles. Et donc, voilà, il y a beaucoup de tergiversations à l'époque. Le ministère intervient, on ne sait pas trop comment faire. Bon, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire. Elle est racontée dans le livre. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous avons des textes. Donc, jeune fille qui confrontation avec le chef d'établissement, elle sait très bien qu'elle enfreint la loi et elle le fait exprès. Elle le cherche. Elle cherche la confrontation pour créer le scandale, pour créer la viralité sur les réseaux sociaux. Et finalement, je pense qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que le chef d'établissement s'est retrouvé menacé. Donc, ce qu'elle cherchait, c'est pas nécessairement la menace ou la menace de mort, c'est l'emballement. L'emballement pour créer du conflit et montrer que cette loi crée du conflit. Or, cette loi, elle ne crée pas du conflit à partir du moment où on respecte la loi, elle crée au contraire de l'apaisement. Donc on est sur des situations quand même qui sont différentes. Peu après l'affaire de Creil, il y a une tribune, je cite, pour une laïcité ouverte qui a été publiée. Qu'est-ce que cela signifiait à ce moment-là? Est-ce que consciemment, c'était déjà une rupture avec la loi de 1905? Non, pas que c'était une rupture avec la loi de 1905, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, en fait, on pose déjà le débat comme, et même en 89, en fait, on pose le débat comme on le retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez les partisans de la laïcité, voilà, tout simplement, dont je fais partie, et qui vous expliquent que la laïcité scolaire, parce que la laïcité scolaire a été pensée et mise en œuvre avant la laïcité de l'État, hein, puisque c'est 1882 pour la laïcité scolaire, 1905 pour la loi de séparation des églises et de l'État. Cette laïcité scolaire, elle vise à la possibilité de l'émancipation afin de faire des républicains, pour reprendre le mot du grand pédagogue qui était Ferdinand Buisson. Et puis, vous avez ceux qui vous disent « Oh, mais il faut s'adapter au temps, il faut faire confiance aussi à l'école. L'école permettra l'émancipation directement, c'est-à-dire permettez aux élèves de rentrer avec leurs signes et vous verrez qu'ils comprendront. » Alors, c'est mal comprendre, je crois, ce qu'est profondément la croyance et la pratique religieuse. C'est mal comprendre sa puissance, en réalité. Et puis, c'est une vision, de mon point de vue, un peu néocoloniale. C'est-à-dire, vous voyez, on les regarde de manière un peu exotique, ces gens qui ont des pratiques un peu étrangères aux nôtres. Bon, c'est rigolo, ils sont sympas. Vous inquiétez pas, ils comprendront avec l'école et ils comprendront avec tout ce qu'on va leur apporter. Donc, moi, je considère que c'est un peu une vision un peu néocoloniale. Et donc je pense que cela se trompe. Je pense que la République doit être ferme, la République doit rappeler ses principes et la République, elle a créé la laïcité pour toutes les religions, pas d'exception, pas d'ouverture, de fermeture, etc. Non, la laïcité, rien que la laïcité. Vous décrivez deux phénomènes qui se sont agrégés dans la remise en question de la laïcité, celle de l'affirmation de l'identité religieuse et celle de l'offensive islamiste à l'école. Est-ce que vous décririez aujourd'hui les deux comme des alliés objectifs? Oui, clairement, il y a une. Vous savez, il y a ce qu'on observe sur le terrain. Hein, on observe un déplacement des normes. Un déplacement des normes religieuses, et notamment, je pense aux jeunes Français de culture ou de tradition musulmane, qui, il y a 20 ans, avaient certaines normes de pratique, voilà, et qui aujourd'hui ont évolué vers plus de rigorisme. Il y avait beaucoup moins de halal à l'époque, il y avait beaucoup moins d'élèves qui se posaient des questions sur la musique. La musique est-elle licite ou illicite? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est haram ou pas? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Le vêtement comme marque identitaire, on a vu surgir en 2022 les abayas. J'en ai vu également, bien sûr, dans mon établissement sont des choses qui ont surgi, qui relèvent de la revendication identitaire et religieuse, mais qui relèvent aussi de normes. Hein, une abaya, par exemple, l'idée de l'abaya, c'est de cacher ses formes féminines, bien sûr. Donc cela, il y a 20 ans, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc on voit se déplacer petit à petit vers des normes plus rigoristes, une pratique religieuse qui, me semble-t-il, est plus importante, en tout cas apparaît comme plus importante et davantage partagée. Pour terminer, Yanis Roder, la laïcité à la française, est-ce que c'est un ennemi aujourd'hui, notamment chez les jeunes, contrairement au multiculturalisme anglo-saxon souvent vanté? Alors c'est vrai qu'on a
différentes études, différentes enquêtes qui ont montré que les jeunes Français, en général, et de manière majoritaire, même pour les lycéens, considèrent que le principe de laïcité est d'abord une interdiction, alors que c'est une liberté en réalité, mais ça ils ont du mal à le comprendre. Et ils sont beaucoup plus tournés vers le monde anglo-saxon, en réalité le monde nord-américain, parce qu'ils sont abreuvés du soft power, ce qu'on appelle le soft power, c'est par les séries, les films, etc., ces représentations communautaires nord-américaines. Mais je crois une chose, c'est que pour discuter avec beaucoup de jeunes, je discute avec mes élèves, mais je vais aussi dans d'autres établissements, dans des lycées, faire des formations et discuter avec les jeunes sur le principe de laïcité. En réalité, ils n'en connaissent pas grand-chose et surtout, ils ignorent complètement comment ça se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'aux États-Unis, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, etc., que c'est le meilleur des mondes. La société américaine est une société extrêmement clivée, extrêmement violente, extrêmement hostile aussi. Donc ça peut être intéressant de travailler avec eux sur leur représentation et sur ce que permet la laïcité, à savoir la concorde sociale, et donc la paix sociale. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'ils ignorent. Et je crois qu'il faut faire un gros travail de pédagogie pour justement permettre aux élèves de comprendre ce qu'est la laïcité française et surtout ce qu'elle permet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RCJ ce matin, Yanis Roder. Je rappelle le titre de votre livre, Préserver la laïcité. C'est aux éditions de l'Observatoire.